Avant-dernière séquence de ce colloque, restitution des ateliers, des tables rondes, des workshops, bref, de tout ce qui s'est déroulé, on va dire, en parallèle de nos tables rondes et de nos sessions plutôt plénières. Et 3 présentations d'une dizaine de minutes, si possible. Et puis après, un petit temps pour les derniers échanges avant la conclusion et les perspectives de ce ICHT 2021. Je commence. Vladimir. Oui. Vladimir. Non, il est toujours coupé son micro. Vladimir. Tá. Pode falar então? Vladimir, pode começar. Vladimir, tu peux commencer. Por favor, D'accord, professeur. merci beaucoup. Alors, bonjour, bon après-midi. C'est un énorme plaisir d'être avec vous, de revoir des tas de visages connus que j'aime tellement. Je vais parler très rapidement sur l'atelier qui a eu lieu hier et avant-hier sur la détection de vestiges de rivières, de ruisseaux, de sources qui ont été canalisées ou enterrées dans les villes. Et comme nous disposons de peu de temps, je vais proposer que l'on fasse une présentation du cas qui a été cherché par mes collègues Laetitia Beth et Isabelle, qui me semble être celui qui apporte le plus grand nombre de nouvelles par rapport à ce sujet. L'objectif, rapidement, de cette recherche est de chercher comment sont ces lieux qui ont été affectés par l'enterrement, la couverture de ces ruisseaux. Qu'est-ce qui en est resté de ces opérations? Et je pense que c'est l'aspect, c'est ce qui est le plus logique, n'est-ce pas, Laetitia, qu'on présente ça? Et on a déjà des choses qui ont été publiées. Allons directement au sujet, n'est-ce pas? Et je passe donc la parole à Laetitia Betio ou l'autre Laetitia. Ce sont deux qui sont à Porto Alegre. L'une des deux va devoir parler. Bonjour, bon après-midi. Je vais donc partager mon écran avec vous. Deixa eu ver. Bom, eu acho que eu tô Je crois. J'entends un microphone de quelqu'un. Acho que deu. Boa tarde, então. Alors, bonjour. Je suis Laetitia. Je suis de Porto Alegre, de l'Université fédérale de Rio Grande do Sul. Je suis encore étudiante. Je suis dans ma dernière année d'architecture. Et moi, notre collègue Laetitia Dour et moi, nous avons participé de cet atelier, même sachant qu'il devait être présentiel. Nous avons proposé que nous puissions faire un projet sur un cours d'eau à Porto Alegre pour comparer les cas de destruction de ces vestiges de ruisseaux et de cours d'eau à Porto Alegre. Pour vous placer dans le contexte, nous parlons de la zone sud de Porto Alegre et ainsi que la zone côtière. Nous avons souffert un processus d'urbanisation rapide, surtout de couverture des ruisseaux. Il y a une grande partie de Porto Alegre dans laquelle on a investi pendant des années. On a donc fait cette mise en terre, disons, du ruisseau qu'on a enterré et couvert.
Et nous avons encore une autre partie d'un cours d'eau également couvert. Je vais me rapprocher ici de la carte de Porto Alegre. Je ne sais pas si vous parvenez à voir la diapo. Voilà, on peut voir mieux les cours d'eau ici. Il y en a plusieurs. Nous allons accompagner cette partie-ci. Nous avons une partie de la ville qui passe par un processus récent de changement. Nous avons cette partie-ci où on est en train de construire, de bâtir beaucoup. Cette région de Porto Alegre passe par un moment de privatisation, pour ainsi dire. Et on peut voir ici le parcours de ce petit cours d'eau qui est utilisé ici. Et je sais pas, on a du mal à changer de diapo ici. Maintenant, on a l'Atlas qui apparaît. Vous avez ici le cours d'eau Sangue da Morte et vous pouvez voir que Porto Alegre a beaucoup de ces formations, de ces petits cours d'eau. Et ce ruisseau, il paraît fragmenté. Il devrait continuer ici, mais il y a une interruption par rapport à celui des Águas Mortas et il passe presque entièrement sous une grande avenue. Qui, si on fait la superposition sur la carte ici, pardon. Agora trocou. Sobrepondo no mapa. Si on montre ça sur la carte de la ville, on peut voir qu'il suit, pour ainsi dire, entièrement cette avenue, excepté par la fin qui est sous la part des lotissements de terre. Ici, nous avons suivi ce trajet et nous avons préféré commencer par la partie interne du ruisseau, tout proche d'où il sort. Il est une partie qui est à ciel ouvert ici, qu'on peut voir. Alors, on a préféré commencer par une région où on ne saurait pas où il passe, où il serait censé passer, mais on ne sait pas où il passe, pour essayer de recueillir les vestiges d'une façon plus intuitive, en sachant qu'à la fin, on finirait par le trouver. Ici, dans cette image, vous voyez le début de notre parcours et on peut voir la façon dont il parvient là sur le sol. Ce sont des zones où on a de l'humidité. On voit ça à cause de l'humidité et des arbres. La végétation ici est une végétation caractéristique de régions humides et de lisières de cours d'eau. On a cette photo en bas. Dans une seconde étape, nous parvenons à voir ici les petits reculs et les maisons qui ont été construites un petit peu au-dessus du niveau et qui ont couvert donc ces morceaux de l'avenue, parce qu'il y a souvent des inondations quand il pleut. Et là, on peut voir ici que le ruisseau montre sa présence ici dans l'avenue, montrant donc la nature de ce ruisseau qui coule sous cette avenue. Ici, nous voyons un tronçon où ils ont fait vraiment une petite partie centrale couverte de verdure et il y a un talus avec un dénivelé et on pense que le ruisseau passe justement sous cela,
metragem para esse canteiro. parce que le prix a beaucoup augmenté du point de vue foncier, et quoique ce chantier-là, ou au moins ce petit espace, ne soit pas attirant pour les usagers, parce qu'il n'y a pas d'ombre, par exemple, en fin d'après-midi, on voit que les gens en profitent pas mal, justement, parce qu'il y a un espace vert, et alors les gens viennent faire des barbecues, viennent voir prendre le maté, le thé local, viennent jouer. Alors, ça montre donc cette proximité avec le ruisseau, quoi qu'il passe au-dessous de l'avenue, mais c'est une source de construction, de convivialité, disons, avec les gens. Nous voyons ici une grande inclinaison du territoire. On essaie de créer des petits chemins dessus, sur ce talus. Là, nous avons cette végétation qui est caractéristique de végétation naturelle qui normalement fleurit au bord des ruisseaux. Et nous avons ici un tronçon non identifié de cette œuvre qui n'a pas été achevée, qui a été commencée pour la Coupe du Monde de 2014, où on a commencé à bétonner cette avenue et ensuite on a laissé tomber. Et nous avons encore un autre talus ici avec la construction d'une voie pour les autobus qui n'a également pas été conclue. L'autobus ne passe pas par ici. Et nous voyons ici quelques trous dans le sol pour permettre une entrée dans le sous-sol qui probablement montre ces ouvertures pour s'approcher du ruisseau. Nous avons là ça a été davantage préparé. Et là, nous suivons le ruisseau d'une façon intuitive. Nous pensons qu'il est en bas et nous attirons votre attention sur cette approximation, ce zoom qui a été fait sur ces trous. Et j'ai pu très nettement entendre le bruit du ruisseau qui courait. C'est vraiment le bruit d'un ruisseau qui était très fort. Et c'était comme si j'étais dans la nature. Et seulement, on ne pouvait pas voir, mais je vais reproduire une image ancienne de comment c'était avant. Et nous pouvons voir qu'il y a cette espèce de tranchée ici. Et les habitants de ces lots ont dû construire un pont pour pouvoir traverser. Et très probablement, le ruisseau passe là. Ils ont dû faire donc cette petite partie qui a été, disons, asphaltée, et le ruisseau est enterré, mais on peut encore l'écouter. On entend très clairement le bruit de l'eau qui court, et il a probablement été canalisé également. Ici, il ressort à l'air libre et il a donc cet aspect assez commun de galerie souterraine, disons, qui a été libérée. Et là, on voit qu'il y a une certaine appropriation de cet endroit avec des tentatives de se rapprocher du ruisseau. On a construit des petites baraques pour les habitations pour les chiens. Il y a un banc. Les habitants cherchent à se rapprocher et à jouir de cet espace vert, quoi qu'il soit. Enfin, disons, son objectif soit de transporter des eaux usées, mais nous voyons qu'il y a encore ce rôle d'amener de l'eau, du son de l'eau, et comme ça peut être agréable d'être dans un espace vert et d'entendre le cours d'eau passer. Et les gens apprécient cela. Nous voyons ici son chemin à l'air libre, pardon, et quand son entrée dans la rivière Guaíba. Et ici, nous avons trouvé cette construction sur le chemin. Et nous continuons notre parcours. Nous voyons que le ruisseau passe à l'air libre pendant un long
morceau de l'avenue. Ici, il a un aspect, il n'a plus les parapets, on a planté de l'herbe, de la végétation pour harmoniser ça un peu et améliorer un peu l'aspect de cette galerie d'eau usée, en fait. Ici, quand nous parvenons à la fin de son trajet, nous voyons que le ruisseau est encore une fois canalisé et tout à fait caché. On a construit cette espèce de galerie ou de grillage par-dessus. On a fait un bâti sur le ruisseau. Encore une fois, nous perdons le cours d'eau de vue. Et par instinct, j'ai pensé qu'il suivait l'avenue et tournait vers la droite pour sortir sur le Guaíba après cet immeuble ici qu'il allait contourner. Quand j'ai traversé la rue, cependant, j'ai également écouté le bruit de l'eau et j'ai vu qu'il y avait des arbres et de la végétation de l'autre côté. Ce n'était pas du côté que j'imaginais. Alors, il y a une expérience d'arbres et de ruisseaux en milieu urbain. Et là, j'ai pris une photo avec, j'ai zoomé sur cette photo pour faire une approximation et l'impression que j'ai, c'est que ça donnait très envie d'entrer parce que c'était assez bucolique, ça semblait un petit morceau de nature dans un lieu très urbanisé de la ville. Finalement, nous sommes parvenus à la fin du trajet. Nous imaginons qu'il traverse ici, sous l'avenue, et il sort finalement sur la Guaíba par cette partie qui est canalisée, qui va être probablement restructurée pour s'ajuster à ce centre commercial énorme qui va être conclu dans les années qui viennent. On ne sait pas s'ils vont le laisser à ciel ouvert ou s'ils vont préférer le fermer entièrement pour répondre aux besoins de ce centre commercial. Ce que l'on peut voir de cette expérience, c'est qu'il y a peut-être un appel à construire une proximité et que ce ruisseau a un potentiel pour devenir un centre ou une source plutôt d'expériences agréables pour les habitants de la région, comme nous l'avons montré. Et ce que nous avons vu justement dans l'atelier de hier, on voudrait laisser ouverte cette possibilité de réfléchir sur des façons de manifester l'existence de ce ruisseau et montrer justement comme ces morceaux que j'ai parcourus, que ça peut avoir un côté affectif pour les personnes qui vivent tout près, au lieu d'être tout simplement un lieu qui va, disons, faire le drainage des eaux usées de la ville. Et nous avons vu des manifestations où on mettait des graffitis, des stencils sur les proximités de ces sorties du ruisseau Água Preta et qui attiraient l'attention. Et on attire l'attention des gens quand on leur dit ici en bas, il y a un ruisseau qui court pour que les gens le sachent et pour qu'ils aient cette présence près d'où ils vivent, d'où ces personnes vivent, pardon. Et je pense que c'est ça. Alors, si vous voulez conclure avec une dernière observation, c'était ça, Laetitia, merci beaucoup. C'était ça, merci. On a fait la prévision. J'ai vu la présence le temps de la rivière, les techniques qui montrent différentes expressions. L'urbanisation. Oui, professeur Vladimir. Un minuto. Une minute, professeur Vladimir. Il faut conclure.
Il y a des procédures plus modernes, impersonnelles, de traiter les ruisseaux, tandis que, justement, à Montant, on voit ces manifestations avec une appropriation populaire. Enfin, je crois que l'atelier a eu justement cette intention de constater la façon dont ces différents tons des ruisseaux et des rivières et de la ville s'expriment, dans ce cas de la ville de Porto Alegre. Donc, le travail de Laetitia a été très bienvenu. C'est ça, justement. A próxima apresentação La prochaine présentation será em português est e également en portugais. sobre o workshop eu vou compartilhar a tela. Et je vais partager avec vous mon écran. Bem, esse workshop, sentidos e afetos da água no corpo e na paisagem, sans affection de l'eau dans le corps et dans le paysage. Foi organizado pelo grupo Devaneios Experimentais e Poéticas Imaginativas, do qual eu, Aline, Maria Alice, Ruth e Vinícius fazemos parte. A été organisé par un groupe dont Aline, Maria Alice, Ruth et Vinícius faisons part. Esse grupo está associado ao grupo de pesquisa Representações, Imaginário e Tecnologia, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ce groupe est associé à un groupe de recherche dans l'Université de São Paulo. Em nome do grupo, também agradeço a oportunidade de participação nesse evento. Et je voudrais remercier au nom du groupe la participation à cette rencontre. Para a elaboração desse workshop, nós partimos da fala do pensador indígena Ailton Krenak, que diz... Pour commencer ce workshop, nous sommes partis de la pensée du penseur indigène Ailton Krenak. Nós estamos vivendo momento no nosso planeta que suspende a todos nós do nosso estado cotidiano. Nous vivons un moment dans notre planète qui nous suspend à tous de notre moment quotidien. E não podemos operar no automático. Et nous ne pouvons pas agir de façon automatique. Cada de nós acordou essa manhã com a experiência de repouso e uma recepção de novo dia que nos aparece. Chacun d'entre nous s'est éveillé ce matin avec la sensation de repos et de nouvelles journées qui recommencent. Nós não podemos viver no automático. Nous ne pouvons pas vivre de façon automatique. Partindo da ideia de sair do automático, propusemos uma reflexão sobre o material água, em que procuramos explorar. En partant de l'idée de partir, de sortir, de se dégager de cet automatisme, nous avons proposé une réflexion sur l'eau. Em que procuramos explorar os universos simbólicos, mitológicos e ritualísticos relacionados. Et nous cherchons justement à reproduire ces éléments ritualistes et symboliques de l'eau. Relacionados a esse elemento tão fundamental e presente no nosso cotidiano. Lié à cet élément tellement présent à notre quotidien. Lié justement à ce sens du quotidien que nous avons. Si vous pouvez faire des phrases un peu plus courtes, parce que je n'ai pas le texte pour vous suivre comme vous êtes en train de lire. Ah, oui. C'est un peu plus difficile parce qu'il me faut rappeler de tout ce que vous dites et je n'ai pas le texte présent avec moi, donc je ne l'ai pas reçu. Oui. Poderia enviar o texto rapidinho, talvez si vous envoyez le texte, j'arriverai à le lire en même temps et faire la traduction. Coloca no bate-papo do chat, pode ser? Oui, sinon, parce que je dois... Si vous faites des phrases trop longues, comme je ne peux pas faire simultanément,
Je vais parler en petit phrase. D'accord, mais c'est mieux comme ça. Oui, comme ça, j'arrive à... Parce qu'il me faut faire après vous, pas en même temps, parce que sinon la traduction, elle entre sur votre voix. D'accord. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Partindo da ideia de sair do automático, então, a gente partiu da ideia do tarô. Donc, nous sommes partis de l'idée de suivre le tarot, les cartes de tarot. Como jogo de cartas dotado de grande carga simbólica. Comme un jeu de cartes doté d'un grand symbolisme. E que a cada momento que é acessado pode revelar diferentes significados. Et qui, à chaque fois qu'est accédé, peut révéler de différents signifiants. Assim, selecionamos 20 cartas dos arcanos maiores do tarot. Donc, nous avons choisi 20 cartes des arcans plus grands, plus importants du tarot. E nos inspiramos para trazer suas principais ideias para a temática da água. Et nous nous sommes inspirés pour transformer leurs principales idées dans une thématique liée à l'eau. Que foram sintetizadas em uma palavra-chave. Et qui ont été synthétisées dans un mot-clé. A partir dessas palavras-chave, nomeamos e produzimos nossas próprias cartas. À partir de ces mots-clés, nous avons donc dénommé nos propres cartes. Por meio de desenhos, colagens, etc. À travers des dessins, des collages, etc. Vocês podem ver aqui o conjunto delas. Là, vous voyez l'ensemble de ces cartes. E para cada uma dessas cartas, também selecionamos uma música e um poema. Et pour chacune d'entre elles, nous avons également choisi une musique et une poésie. Que constituíram conjunto de estímulos. Qui constitue un ensemble de stimulation, d'encouragement. Aqui vemos exemplo da carta fertilidade, por exemplo. Nous voyons ici la carte fertilité, par exemple. Essas cartas foram oferecidas aos participantes do workshop. Et nous avons offert ces cartes aux participants du workshop, de l'atelier. Cada participante sorteou uma carta. Et chaque participant a donc reçu une carte. A partir dessa carta sorteada e do conjunto de estímulos, imagético, sonoro, textual. Et à partir de cette carte et d'autres stimuli de tout genre, o participante produziu uma representação gráfica sobre sua relação com o elemento água. Le participant a donc reproduit un élément graphique de sa relation avec l'eau. As representações seriam partilhadas de maneira coletiva. Les représentations allaient être partagées de façon collective. Num cruzamento de imaginários dos proponentes e participantes sobre o elemento água. Pour permettre justement cet échange d'idées des participants à propos de l'élément eau. Mostrando uma diversidade de apreensões sobre a realidade material. Montrant comme ils appréhendent de façon différente ce matériel. Aqui, por exemplo, temos a representação produzida pelo participante Guilherme Souza. Nous avons ici la représentation du participant Guilherme Souza. A partir da carta fertilidade, que foi a que ele sorteou. À partir de la carte fertilité qu'il a reçue au hasard. E que gerou uma boa discussão sobre a água na sua própria constituição do humano, no elemento sangue. Et qui a généré justement une discussion sur son élément, sa relation avec l'humain à partir de l'élément sang. No aspecto da fertilidade presente no feminino. En liant ceci avec la fertilité liée à la féminité. Entre outros. Entre autres. Por fim, para a nossa discussão. Et finalement, nous avons discuté. Também selecionamos uma série de imagens fotográficas a partir... Nous avons également choisi plusieurs images photographiques pour pouvoir en discuter. A partir do Google Street View. À partir du Google Street View.
da presença da água nos corpos de água das cidades de São Paulo e Saint-Étienne. Et justement, cherchant les corps d'eau dans la ville de São Paulo et Saint-Étienne. Em que, a partir desses percursos virtuais, et à travers ces parcours virtuels, observamos semelhanças no tratamento com os rios. Nous avons observé des éléments semblables à propos du traitement des rivières. Os rios podem estar escondidos e domados em alguns momentos. Les rivières, les ruisseaux peuvent être domptés dans un certain moment. E em outros momentos se revelam de maneira sutil. Et quelquefois, ils se manifestent de façon très subtile. A ideia do workshop foi da importância de despertarmos para perceber essas manifestações no meio urbano. Justement, l'idée de l'atelier était de que nous puissions nous rendre compte de ces manifestations des ruisseaux, des rivières en plein milieu urbain. Isso de forma sensível e poética. De façon sensible et poétique. E eu finalizo por aqui. Muito obrigada. Et là, je clôt ma présentation. Merci. A próxima apresentação vai ser do último workshop e quem vai falar vai ser a Paula Martins. Paula, você já está por aqui? Paula já está partilhando. Sim, estão me ouvindo direitinho, né? Sim, é com você, Paulinha, pode falar. Oui, c'est bon, t'entends, tu peux parler. Faire une rapide présentation du workshop Narration et imaginaires urbains, une construction avec le collectif Contrafilet. C'est un workshop qui a été réalisé seulement le lundi 11 octobre, et la conduite de ce workshop a été réalisée par le collectif Contrafilet. À table ronde antérieure, nous avons parlé un petit peu de notre recherche. Nous avons dit que l'objectif de ce workshop conduit par le collectif Contrafilet a été conduit par eux parce qu'ils font partie de la recherche que nous développons nous-mêmes, imaginaires urbains, une perspective comparative, expérience et échange entre les métropoles de Lyon, Saint-Étienne et São Paulo. Dans l'axe narratif et imaginaires urbains, une construction à partir de l'action des collectifs. Et l'un des collectifs qui a été étudié, c'est le collectif Contrafilet de São Paulo. Et nous avons donc invité les participants et les participantes à participer à ce workshop avec nous, et c'est elles qui ont conduit tout le processus. Paula, você poderia falar um pouquinho mais devagar, por gentileza? Alors, le groupe Contrafilet de São Paulo, et celles et ceux qui ont participé, ce sont donc les participantes Cibele Lucena et Johanna Moussi, et elles ont travaillé dans le cadre d'une méthodologie proposée par le collectif pour les activités qu'elles ont conduites. Donc, le workshop a été réalisé en deux parties. La première partie a été appelée l'école des témoins. C'est une méthodologie qu'on a déjà utilisée qui a déjà été utilisée par le collectif dans le cadre d'activités qu'ils conduisent au long des dernières années. Et ils invitent les participants à mettre des lunettes, à utiliser des lunettes et utiliser donc le parler comme étant un art, une dénaturalisation de l'histoire, et identifier des ouvertures à partir des histoires qui sont partagées dans le cadre de ces témoignages. Dans le cadre de cette proposition, les participantes du collectif ont proposé une question mobilisante qui a dépassé toutes les narrations qu'elles ont conduites durant le workshop. Et la question a été: comment des narratives et imaginaires permettent de mobiliser des interventions et des productions de l'espace urbain? Et donc, pendant ce premier moment, cette première partie, les participantes de Contrafilet, les membres de Contrafilet ont raconté l'histoire d'un témoignage du groupe. Et donc, une proposition a été faite consistant à ce que les participants utilisent la plateforme Mentimeter comme étant un tableau virtuel afin de documenter des mots, des phrases, des idées, des questions de participants pendant le témoignage de Contrafilet. Et donc, durant cette première étape, elles ont été conduites en racontant cette histoire à partir du moment où le collectif est né.
avec ces interventions dans l'espace physique. Et à proprement parler, vous pouvez voir ici, au tout début des années 2000, quand le collectif est apparu, ça a été la première intervention qu'ils ont réalisée pendant l'exposition Brésil plus 500, une commémoration qui s'appelait la redécouverte du Brésil, qui célébrait les 500 ans de découverte, entre guillemets, du Brésil, qui n'étaient pas ceux qui sont de São Paulo, ceux qui sont déjà passés à São Paulo, près du parc Ibirapuera. Vous avez probablement vu ce monument, c'est le monument au drapeau, avec les bandeirantes, qui sont considérés comme la locomotive de São Paulo. C'est ceux qui ont conduit tout ce processus processus de motivation de São Paulo, à proprement parler. Et ils ont couvert ce monument avec des couvertures qui ont été échangées avec des SDF. Donc, c'est un processus très symbolique, en fait, qui a été associé à l'apparition du collectif. Et donc, elles ont raconté pendant le workshop comment a eu lieu ce processus, comment s'est fait ce processus du collectif. Un autre élément important de l'histoire du collectif, c'est quand elles font un échange avec les membres d'un autre collectif argentin qui consiste à discuter beaucoup la discussion sur la question de la dictature et dans quelle mesure la dictature, voilà, pour mobiliser cette thématique et les questions de la dictature, de la torture, pour voir comment tout ça a imprégné la constitution du collectif et de leurs activités dans le cadre de ce qu'elles font par rapport aux participants et dans l'espace urbain également. Donc, cette intervention, c'était une intervention du collectif argentin qui consistait à identifier les maisons des tortionnaires. Et donc, voilà, elles ont collé des affiches pour identifier l'endroit où habitent ces tortionnaires en disant à 100 km d'ici habite un tortionnaire ou en racontant cette histoire, cette mémoire de la dictature, une autre intervention qui a été menée par le collectif, c'est une intervention de la roulette, vous savez, comme la roulette par laquelle on passe pour entrer dans le métro, par exemple, une roulette, on va appeler ça. Donc, ils ont transformé une espèce de roulette comme ça en un monument voilà, parce que c'est un élément de contrôle des corps, en fait, par l'État, cette roulette. Donc, elles ont proposé une discussion là-dessus. On a la rébellion des enfants, dont on a parlé rapidement tout à l'heure dans la présentation précédente. Donc, le collectif raconte un petit peu tout ce parcours de ces interventions. Donc, la rébellion des enfants qui entraîne une série de choses, notamment la construction d'un parc. Ici, vous voyez une action qui a été faite en 2015 avec les étudiants des collèges et lycées qui ont occupé les écoles. Et donc là, on a toute une discussion par rapport à ça, les étudiants. Et enfin, l'école des témoins ou des témoignages, qui c'est quelque chose qu'elle travaille pour travailler la méthodologie qui a été utilisée dans ce workshop qu'elles ont réalisé, où quelqu'un est choisi pour témoigner de quelque chose. Et voilà, donc quelqu'un apporte un témoignage concernant la construction du collectif et les gens documentent cela. Quand c'est une activité en présence, c'était sur une tableau, en fait, où les gens pouvaient écrire. Mais pour nous, dans le cadre du workshop, c'était à travers la plateforme virtuelle, donc avec ce tableau virtuel. Alors, la deuxième partie du workshop a vu des conversations sur les urgences, le partage et ensuite la clôture. Donc, on a regardé sur ce tableau virtuel le Mentimeter, un moment donc de partage où on a donné la possibilité aux participants d'échanger des expériences qui les auraient particulièrement touchés. À partir de l'écoute du collectif Contrafilet, l'idée a été de savoir comment ça a réverbéré chez eux, chez chacun des participants, et pour également penser aux activités que chacun et chacune conduit dans le cadre de ces processus. La reprise de cette réflexion par rapport à la question initiale aussi, comment les narrations et les imaginaires permettent de mobiliser les interventions et les productions de l'espace urbain.
et cette plateforme virtuelle avec voilà, des nuages de mots et tout ce qui a été soulevé, tout ce qui a été dit par les participants à partir de ce mot, on a eu comme résultat donc, ce tableau virtuel avec certains mots dont certains peuvent être remarqués, groupalité, qui est particulièrement centrale dans cette discussion, connexion, collaboration, public, densité, imagination, territoire d'existence, corps comme témoignage, prendre soin du temps, ou d'autres mots que nous avons choisis pour pouvoir clôturer, pour la clôture. Et ensuite, je vous montre les participants qui faisaient partie de workshop et je repasse la parole à la professeure Katharina qui va proposer une conclusion maintenant. Alors, très rapidement, bonjour. Vous êtes tous un peu fatigués, je pense. Peut-être il est un petit peu tard en France aussi. C'est peut-être le soir déjà en France. Donc, je voulais juste vous dire deux choses en fait en particulier. Je voulais vous dire que ces actions du collectif de culture ont fini par apporter dans le groupe du workshop et pour nous aussi l'espoir qu'au-delà des changements structurels que nous désirons toutes et tous pour notre société, il y a quelque chose de très sain dans les pratiques de fissure, de transgression, des insurgences et de regarder les processus sociaux invisibles et même en essayant d'être pratique, voire de façon ponctuelle parfois, il y a toujours, on peut atteindre des choses inimaginables en fait. Je pense que ça c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde, tous ceux qui ont participé au workshop. Alors la rébellion des enfants a eu une portée inimaginable, notamment la question de la roulette n'a pas véritablement pu être prolongée, mais en tout cas, elle a apporté des actions, elle nous a conduit à des actions qui n'avaient rien à voir avec ce que le collectif avait fait à l'origine. En tout cas, non pas de façon si directe, c'est-à-dire que, par exemple, une protestation aux portes donc des étudiants du collège, du lycée plutôt, pardon, ont mis le feu à une roulette en disant que cet examen, c'est un examen de fin d'études secondaires au Brésil qui s'appelle le vestibulaire, en disant que c'était comme quelque chose qui empêchait l'accès démocratique à l'université. Critique de cet examen qui s'appelle le vestibulaire comme si c'était une roulette de métro. Voilà, donc ça c'est ce qui est sorti à partir de ces observations, de ce workshop du collectif Contrafilet. Je pense que nous avons atteint des choses que nous n'attendions pas du tout, notamment parce qu'on a touché beaucoup à la question de la subjectivité de ceux qui y ont accès. Ça mobilise vraiment des émotions, des regards critiques. C'est le rôle de la société également. Ce n'est pas sans raison que les gouvernements les moins démocratiques essayent de détruire des mécanismes qui alimentent et développent la culture et soutiennent la culture. Mais pour nous, ce n'est pas seulement par rapport à la recherche que nous avons développé ce workshop, mais c'est également parce que s'il s'agit de développer un champ de recherche vibrant, créatif, mais on sent également un énorme potentiel de transformation et créatif, culturel et social. Et c'est en ce sens qu'il y a une empathie entre ces sujets. Les sujets étudiés, en l'occurrence le collectif de culture, mais nous-mêmes aussi. Et je pense que ceux qui ont fait partie du workshop avaient également cette empathie. Et du point de vue de la recherche, maintenant, ça génère un défi que la recherche qualitative phénoménologique est de contribuer pour essayer d'y faire face. C'est une certaine prise de distance critique par rapport à ce que l'on fait. Toutes ces choses qu'on a mobilisées, je pense que du point de vue du workshop, si j'avais deux choses à dire, ce serait l'intensité et le caractère et le côté vibrant, ce qui nous a mis face à un défi pour suivre le temps. Donc je pense que c'est clair que tout le monde sera d'accord pour dire qu'il nous a manqué du temps. La première séquence a été faite pleinement, les gens étaient très enthousiastes et ont donné des témoignages en voyant le contrafilet en action, mais peu de gens peut-être ont pu participer un peu plus concrètement peut-être à la table, à l'école de témoignage, au tableau virtuel. Peut-être que le prochain événement que l'on fera, si l'on travaille encore, je ne sais pas comment les choses se sont produites pour Vladimir, mais en tout cas, nous, on a manqué de temps, clairement.
et on a vraiment un goût de j'en veux plus qui nous reste en bouche, puisque voilà, on avait envie d'entendre plus de témoignages, de partage d'expériences. Ça aurait été encore plus intéressant de pouvoir avoir fait ce que l'on avait l'intention de faire initialement. Je crois que on avait prévu 2h30 à l'origine, et finalement on a eu 1h, 20 minutes, quelque chose comme ça, dans une situation donc un petit peu limitée. Bon, bref, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça a été vibrant, c'était merveilleux. Et je félicite également Aline, les collègues, Vlad, et également toutes les personnes qui ont participé. Beaucoup de choses très belles et très intéressantes sont en train d'être faites et que l'on peut appeler science. Donc, merci à tous, et c'est ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si Tati, Raphaël, Jou, Pauline, peut-être qui font partie de ce groupe de recherche qui ont alimenté le workshop, voudraient dire quelque chose. Merci à toutes et à tous, et aux traducteurs aussi, aux organisateurs. Merci à tous, aux organisateurs, aux traducteurs. Merci pour vos présentations. Est-ce qu'on a des questions, des réactions, des témoignages aussi, éventuellement pour celles et ceux qui ont participé à ces workshops? Alors, je voulais juste dire une chose, Michel Rothenberg. Donc, Vladimir, en particulier, devait être présent à Saint-Étienne. Hein, il n'a pas pu venir pour des raisons que vous pouvez imaginer. Et c'est dommage parce qu'à Saint-Étienne aussi, il y a une histoire très particulière avec l'eau. J'en avais parlé avec Vladimir quand on était à Sao Paulo, puisque la rivière qui était à l'origine de la richesse de la ville, à la fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance, le Furan, est aujourd'hui une rivière à 80 ou 90% recouverte, et qui a été recouverte dès la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, à Saint-Étienne, il y a tout un imaginaire de la rivière qui reste très important chez beaucoup d'habitants. Ce qu'on a vu il y a une dizaine d'années, je ne sais plus la date exacte, lorsque pour la construction du tram, une partie de la rivière couverte a été découverte. Et à cette occasion, les Stéphanois ont redécouvert le Furan pendant quelques mois. Et beaucoup de gens, c'était une des grandes attractions. Moi, j'étais pas encore à Saint-Étienne à l'époque, mais c'était une grande attraction des Stéphanois de venir voir cette rivière qui leur était cachée depuis peut-être un siècle ou je sais plus. Merci pour ce témoignage local, mais effectivement, il y a du parallèle à faire. Eu vou fazer comentário em português para o professor Michel, que uma das imagens que nós usamos para compor uma das cartas do nosso jogo foi a foto do Le Furan ouvert, aberto para a obra do tram. Et justement, je voudrais dire qu'une des cartes que nous avons employées pour notre travail à l'atelier était justement une photo de Le Furan ouvert et justement découvert par le tram. Je voudrais faire une observation par le commentaire qui a été fait. On se rend compte de l'importance de ces connaissances. Je voudrais faire un parallèle avec les connaissances de nos propres origines ou de nos propres racines. Je crois que quand l'on cherche cette anamnèse, ce genre de nous demander sur comment nous étions quand nous étions enfants, ou comment étaient nos parents ou nos grands-parents, enfin nos ancêtres, je crois que ce recul, je ne le comprends pas comme une envie une nostalgie ou mue par un goût particulier pour, disons, récupérer le passé, mais comme une approche de ce que nous sommes. Parce que ces rivières, ces ruisseaux que vous avez
que vous avez parlé à Saint-Étienne, ou comme même les ruisseaux qui ont été étudiés pendant cet atelier, ils ne sont pas du passé. Ils sont des corps qui existent encore. Ce que l'on met ici, c'est quels sont nos rapports avec eux, parce que nous pouvons faire un parallèle avec notre vie personnelle. Qu'est-ce que nous faisons avec notre passé? Nous le disons, nous essayons de le cacher sous le tapis, nous l'oublions. Donc, il nous faut avoir toujours ceci présent. Non littéralement, bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps, on ne peut pas laisser quelquefois que les choses puissent surgir comme ça. Quelquefois, c'est arrivé, on ne peut plus les permettre, mais la présence, leur présence dans notre vie collective urbaine est importante, que nous ayons cette conscience. Je crois que ces ateliers ont vraiment montré cette présence. Ce n'est pas un passé, c'est notre présent. C'est vraiment... Merci, ça va revenir. Merci Vladimir. Ça veut pas. Je ne sais pas. Pas mieux. Bien, il faut juste le temps que ça se mette. Il y a peut-être plus de piles. Je crois que le micro est fatigué aussi. Pardon, petit problème technique. Merci pour cette intervention. Le géographe qui sommeille en moi a pensé à Ifutuan et sa topophilie, ou Dardel et la géographicité, deux termes pour les liens finalement avec toutes les épaisseurs spatiales, temporelles. Donc c'était une belle pré-conclusion. Merci beaucoup.